Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Pour ce numéro, on a pensé à anticiper un petit peu les choses. On va parler All-Star Game puisque voilà, c'est le gros événement basket qui va suivre. Et puis, on a essayé de déterminer chacun voilà, quels étaient les 12 joueurs pour chaque conférence qu'on voyait bien se retrouver au Grand Match des Étoiles qui aura lieu cette année à Cleveland le 20 février prochain. Et pour m'aider dans cette tâche ardue, je suis rejoint comme d'habitude par Antoine Pimel et Shai Mamou, les deux plus fines plumes de la presse basket sur le web et sur le papier, puisque, comme vous voyez derrière moi, on travaille pour Rivers et pour Basket Session. Tout d'abord, comment ça va, les gars, ces semaines compliquées de reprise scolaire pour ceux qui ont des enfants et de pré-All-Star Game? Ça va. Juste là, tu m'as rappelé que le All-Star Game était à Cleveland et finalement, je me dis qu'on est pas si mal là où on est. Oui, mais ça, c'est toutes les saisons qu'on est mis ici à Cleveland. Tranquille, en tout cas, en forme. Parfait. Alors voilà, on a réfléchi un petit peu au format qu'on allait adopter. On ne s'est pas dit les uns les autres quels étaient nos 12 joueurs qu'on avait retenus pour chaque conférence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire conférence par conférence en commençant par les 5 starters de chaque conférence. Et on a essayé de respecter donc ce que demandait la NBA, à savoir 2 joueurs listés en arrière et 3 joueurs listés en front court player, ce qui veut dire ça peut aller de d'ailier à intérieur à pivot. Voilà, on va commencer par la conférence Est tout simplement. Allez, je ne sais pas qui, on va commencer par les arrières. Commençons par toi, Antoine. Quels sont les 2 arrières que tu as ciblés pour la conférence Est? Alors, de manière absolument indiscutable, et je compte sur vous pour avoir la même chose, Trae Young et DeMar DeRozan. Pour moi j'ai mis pareil que toi, effectivement, Antoine. Mais je sens que Shai, là, je sens que ça le démange, là. Ah, vous inquiétez pas, j'ai pas fait de dinguerie. Non, j'ai aussi Trae Young et DeRozan. Juste, pour Young, j'ai eu l'impression que c'était presque un peu par défaut, malgré que sa saison. Parce qu'en fait, vu qu'Atlanta est un peu dans le dur par rapport à ce qu'on attendait, j'ai été surpris en regardant ses stats de voir qu'il avait quand même des sacrées stats individuelles et qui justifiaient sa présence assez indiscutable. Mais Alors, vas-y, Antoine. Non, j'allais dire, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu te rends compte qu'à l'Est, il n'y a pas énormément de meneurs superstars, quoi. Ouais. Kyle Lowry est un peu maintenant dans un rôle un peu différent. Darius Garland est encore jeune. LaMelo Ball est encore jeune. Ben Simmons est à la retraite. Kyrie Irving a joué 2 matchs. Ouais. Il est à mi-temps. C'est pas peuplé de superstars sur le poste 1, quoi. Non, et puis c'est vrai que bon, la différence avec les All-NBA Teams de fin d'année, c'est vrai que moi, pour les All-Stars, je considère un peu moins les résultats de l'équipe, enfin, toute proportion gardée. Hein. Moi, vous verrez que je n'ai pas de joueur des Rockets dans mes 12 All-Stars. Mais c'est vrai que je pense que pour le All-Star Game, c'est un peu plus quand même les performances individuelles que les résultats de l'équipe, même si bien sûr les résultats de l'équipe sont, je pense, à prendre en compte, notamment quand tu essaies de départager 2 joueurs ou de voir qui est le plus méritant, mais ce n'est pas tout à fait le même exercice, je pense, quoi. Après, il y a un truc intéressant sur Young quand même à noter, c'est que bon, même si ça joue aussi du fait que voilà, qu'il a beaucoup de ballons dans son équipe, mais c'est quand même le 4e meilleur marqueur avec 28 points par match et c'est le 3e meilleur passeur avec presque 10 passes, 9,6. Donc c'est quand même super solide. Et il Oui, des pourcentages tout à fait honorables. Ouais, il est en 45, progression 37. partout, il est quasiment en progression partout. Il est passé de 25 à 28 points de moyenne. Ça ne se traduit pas par des super résultats pour Atlanta, mais il passe de 25 à 28 points de moyenne, 37% à 3 points alors qu'il était à 34, en shoot en plus hein, et 45-5 en adresse globale. Finalement, sa saison, elle est bien et il faut peut-être se demander si c'est le reste qui merde pas Atlanta, quoi. Après, ils ont beaucoup de blessés, je pense aussi, ça joue. Mais c'est mine de rien, ils vont peut-être passer de finaliste de conférence à pas qualifier en playoff. C'est fort d'une année sur l'autre. La saison est encore longue, mais là, c'est compliqué. Ouais. Il va y avoir du temps à Atlanta. Donc, Carrément. Et pour DeRozan, ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand on regarde les stats entre DeMar DeRozan et Zach LaVine, elles ne sont pas forcément très, très différentes l'une de l'autre. Mais comme pour vous, je pense quand même que que DeRozan est devant Zach LaVine là, sur ce début de saison en termes d'impact. C'est buzzer beater en back-to-back là, ont aussi pesé assez lourd dans les esprits. Là. Donc moi aussi, j'ai donné l'avantage à DeRozan
pour le poste de starter. C'est le patron. Hein, Mais oui, c'est même un candidat au MVP, là, en fait. Si on est très. Je pense que si on prend Curry et Durant comme candidat, DeRozan, il y est aussi clairement. Ils sont premiers à l'Est. Il fait une super. En fait, c'est une belle revanche quand même pour lui. C'est sans doute la. Je pense qu'il a jamais été starter au All-Star Game. Je dis peut-être une bêtise, mais je serais pas étonné qu'il ait jamais été starter. Ouais, Dans les grandes années de ouais, Toronto, quand même, peut-être, il y avait un. Non? titulaire. Avec le vote des fans et tout? J'ai peut-être fait une bêtise. Voilà, Je je me vais rappelle peut-être pas, pas hein, honnêtement. Je me rappelle pas, Mais honnêtement. en tout cas, c'est sans doute sa meilleure saison en carrière. Ça, oui, ça, clairement, ouais. Et ouais. Clairement. Après, on peut passer sur les postes front de courte à l'Est. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises. Je serais assez surpris qu'on n'ait pas les mêmes. Vas-y, Shai, tu veux donner tes 3 front de court players? Ouais, je pense qu'on a. Enfin, je serais pas pareil. Je suis étonné si on n'a pas les mêmes, mais j'ai mis donc Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid. Ouais, pareil. Pareil, même chose. Là, Ouais, c'est vrai que c'est assez indiscutable, hein, je pense, vu les saisons de ces trois. C'est autant dû au fait que ce soit des joueurs, c'est des joueurs établis et un peu vraiment les grosses stars de leur équipe et de la ligue. Hein. C'est à chaque fois, tous les ans, des candidats MVP et des mecs qui vont loin. Et c'est peut-être aussi, en regardant, pareil, en me penchant un peu sur le reste, si on regarde sur leur poste, même si pour Durant et Antetokounmpo, ils ont des postes qui fluctuent quand même pas mal, il n'y a peut-être pas tant de profondeur que ça non plus à l'Est sur ces postes-là, finalement, quand on regarde. Ou en tout cas, les joueurs qui peuvent entrer dans la discussion ne sont pas ultra performants cette année. C'est ce dont je me suis aperçu en faisant l'équipe. Bon, en fait, on va pas se mentir, l'Ouest reste plus fort que l'Est. Faut pas follow la hype, quoi. Mais j'aimerais parler un peu d'Embiid parce que quand même, il est sur 7 matchs de suite à plus de 30 points, 7 victoires pour les Sixers. Ouais. Tu sens qu'il reprend un peu le rythme de l'an dernier, quand il était justement candidat au MVP. Ils ont mal commencé. Là, ils sont quasiment revenus à hauteur. En fait, ils peuvent encore viser le podium. Ils sont 5e et concrètement, sur la fin de saison, ils sont encore tout à fait en mesure d'aller chercher le podium, surtout si Embiid continue comme ça. Donc, Et ce qui est bien, c'est que là, cette fameuse série de matchs à au moins 30 points, il ne joue pas 40 minutes à chaque fois. Quoi. Il exactement. n'entraîne pas son physique et qui est un souci pour lui chaque année au moment d'arriver en playoff où il est ou cramé ou un peu blessé. Ouais. Là, le match d'hier, il joue 30 minutes. Enfin, il est facile et il n'est pas encore entamé physiquement. Donc, c'est intéressant. Carrément. Et puis pour ces 3 joueurs-là aussi, je pense que c'est 3 des joueurs qui pèsent le plus sur leurs équipes quelque part. Donc, au-delà des stats individuelles, leur impact sur les résultats globaux de leurs équipes, je pense, valide le fait qu'ils ont ce statut de titulaire pour ce All-Star Game. Ça va être intéressant aussi de voir l'alchimie que ça peut avoir. C'est même si on sait que les All-Star Games, c'est pas non plus les coachs qui s'occupent de chaque sélection ne perdent pas trop de temps de sommeil à préparer de la défense et des match-ups pour défendre face aux adversaires. Mais ça va être intéressant de ce que ça va donner. Je serais très surpris aussi que, sauf blessure ou protocole Covid, ça ne soit pas ces 5 titulaires-là qu'on retrouve effectivement le jour du match. Mais ça me fait penser à quelque chose. Je suis désolé. C'est Est-Ouest ou ça a changé? C'était capitaine contre Ah, capitaine. tout à fait, tout à fait. Non, c'est moi Moi qui aussi, je viens de percuter que je suis absolument pas à la page. Là, Non, mais moi, je suis resté mais sur mes trucs à l'ancienne. Non, je pense que ça va repartir sur le principe des capitanats. Ça avait bien marché les années précédentes. J'adore parce qu'on est le 11 janvier. Aucun de nous n'est au courant. C'est magnifique. Après, c'est vrai que sur le All-Star Game, c'est toujours, c'est pas non plus effectivement le résultat du match qui est le plus passionnant. Mais non, je pense que c'est la même formule que les années précédentes, effectivement. Les starters doivent être de la même conférence, en fait. Oui, par contre, ouais, voilà. Par contre, ça Oui. peut être le 5 majeur. Ça, normalement, mais même à ce moment-là, là, aujourd'hui, dans les votes, le 5 majeur à l'Est, c'est ça. Mm. C'est ces 5-là. Eh ben, on peut partir sur les remplaçants, parce que c'est peut-être là où il y aura le plus peut-être d'incertitude ou des choix un petit peu différents. Allez, moi, je vais commencer par une question un peu, pas piège, mais pour voir un petit peu. Donc, ce All-Star Game sera à Cleveland. Est-ce que vous avez retenu un joueur de Cleveland pour le All-Star? Moi, oui. Ah oui, Moi aussi. J'en ai même pas sélectionné qu'un seul, pour tout vous dire. Eh ben oui, parce qu'il y avait quand même trois
trois Ah, vous êtes potentiels fort. prétendants à un poste de All-Star, je pense, dans cette équipe qui a quand même équipe un peu surprise, qui tient sa place, là, qui est actuellement sixième de la conférence Est, et si je ne me trompe pas, qui doit avoir le meilleur bilan de sa division. Vas-y, Shai, quels sont les joueurs que toi tu as retenus? Donc j'ai retenu Jarrett Allen et Darius Garland. Alors, Euh, ouais. bah, Antoine, est-ce que ça correspond avec l'un de ceux que toi tu avais gardé du Alors, côté de Cleveland? oui, il y en a. Ben, moi, j'ai Jarrett Allen, Moi aussi, ouais. mais j'ai pas Moi aussi. Darius Garland, par contre. et Garland, après, c'est coup de cœur perso depuis le début de la saison. En regardant, il y a peut-être d'autres joueurs qui vont rester sur la touche et qui auraient pu passer le cut. Je l'ai mis en fait, parce que le système, c'est que théoriquement, les coachs vont choisir des remplaçants avec des trucs imposés, deux gardes, trois forwards, plus des deux wildcards. En gros, moi, je l'ai pris en wildcard, donc pas en indiscutable, hein, évidemment, parce que c'est sa première grosse saison où à la fois lui est fort et l'équipe est bien classée. Mais voilà, moi, j'ai envie de récompenser le fait qu'il continue de progresser énormément par rapport à l'année dernière. Voilà, c'est un tout, et puis il a un style qui me plaît pour le Star Game aussi. Il est capable de faire des actions spectaculaires, voilà, je pense qu'il mérite. Et puis pour Jarrett Allen, je pense qu'on est un peu tous d'accord parce que à son poste, si on veut essayer de faire le truc un peu traditionnel à l'ancienne, justement avant que ce soit mélangé forward et qu'il fallait prendre des vrais pivots, j'aime bien le fait qu'il y ait un pivot un peu à l'ancienne, voilà, très, très fort près du cercle, qui soit dedans aussi. Mais moi, je le vois comme un pivot presque moderne. C'est marrant que tu l'appelles. Alors, Ouais. je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur Garland. Mm. Et pour Allen, je suis aussi d'accord. Oui, c'est un pivot près du cercle. Mais moi, j'aime bien justement son côté pivot de pick and roll qui va poser Ouais. les écrans, qui protège le cercle et qui est très fort sans créer son shoot. Euh, Moi, pourquoi je l'ai mis, c'était, si tu veux, ça s'est joué, enfin, si vous voulez, ça s'est joué entre Vucevic et lui. Je voulais pas mettre trois joueurs de Chicago. Je n'aurais pas trouvé ça normal. J'ai aucune équipe qui a trois joueurs. Et si Golden State et Phoenix n'ont pas trois joueurs, je vois pas pourquoi Chicago aurait trois joueurs. Mm. Donc, je voulais. Et entre Vucevic et lui, au final, il marque plus de points, prend plus de rebonds, contre plus de tirs. Ça, Ouais. c'est pour le côté statistique. Et même pour le côté dans le jeu, même si Vucevic est un très bon joueur que j'aime bien et qui est intéressant et important à Chicago, c'est quand même un peu le troisième homme sur les Bulls, celui Cette qui saison, a il est le plus de mal à s'adapter, enfin pas vraiment à s'adapter, mais plus de mal à trouver sa place avec le nouveau format des Bulls. Donc du coup, Jarrett Allen, ça me permettait, comme tu disais, de récompenser Cleveland. Même si au final, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur Garland, je trouve que ça se tient bien aussi. Mais au final, moi, j'ai préféré mettre Allen et ça collait bien. C'était lui, un des autres pivots que j'ai choisi. Moi aussi, du coup, on peut peut-être enchaîner, moi, parce que tu faisais allusion, Antoine, aux joueurs des Bulls. Moi, j'ai mis aussi Zach LaVine, Ah oui, effectivement, All-Star. moi J'imagine aussi, que ouais. c'est la même pour vous deux, non? Ouais, Yes. pareil, pareil. Moi, ça m'a fait un peu le même. Alors, enfin, j'allais dire, ça m'a fait le même effet que Trae Young, mais ça fait partie des joueurs dont j'ai pas suivi ultra attentivement les stats depuis le début de la saison. Et il fait une saison ultra propre en termes d'adresse et de production. Ça me paraît complètement mérité, alors qu'on pouvait s'attendre à ce que ce soit pas si simple que ça avec DeRozan au final, quand même. C'est des joueurs qui aiment bien avoir la balle. Et au final, les deux sont très adroits, en fait. Et Lavine, il est adroit à 3 points, à 2 points. Il est vraiment bien dans tout, dans l'attitude. Là, et je pense qu'il mérite la sélection. En continuant avec toi, Shai, donne-nous un des autres joueurs de ta sélection à Bon, l'Est. on va rester dans les. Alors là, pour les évidences, même si il fait pas la meilleure saison de sa carrière, je pense que James Harden, voilà, il a le profil d'All-Star et il arrive quand même à faire ce qui est le minimum par rapport à ce qu'on attend de lui pour être dedans. Faute d'une énorme concurrence aussi, je l'ai mis sans trop hésiter non plus. Je l'ai mis aussi. Ah, pardon, vas-y Théo. Non, non, j'allais dire moi aussi, je l'ai mis pour les mêmes raisons et puis pour un rendement qui. En fait, c'est ce type de joueur aussi où d'un moment on se dit ouais, il est moins fort qu'avant, il baisse de pied, et puis quand même quand tu regardes les résultats et l'impact sur le jeu, ça reste impressionnant. Donc effectivement, C'est je pense qu'il a sa place sans problème. c'est ce que j'allais dire. J'allais dire au final, même quand il fait une petite saison, c'est au final une saison, si tu mets en comparaison avec d'autres joueurs avec qui il peut être en concurrence, notamment pour une place au All-Star Game, une petite saison de James Harden, c'est une saison plus que correcte de ces mecs-là. Ouais. Et voilà, avec le bilan de Brooklyn, son bon passage en décembre, son jeu, toutes ses capacités, je trouvais ça dur de l'écarter.
Allez, moi, je vais enchaîner avec une de mes sélections. J'ai mis mon gars sur Jimmy Butler Ouais, pour le All-Star Game, sachant que déjà pour son impact sur le jeu. Et puis Miami, qui est l'air de 1, qui est troisième à l'Est, en ayant eu quand même pas mal de soucis, en ayant Bam Adebayo, qui est toujours blessé, on ne sait pas trop quand il va revenir, mais qui pourrait, si la chance tournait un petit peu, c'est pas impossible que Miami surprenne pas mal de monde sur cette fin de saison. Du Ouais. moins, voilà, j'aime y croire un petit peu. Je ne sais pas si vous l'aviez retenu aussi dans votre sélection. Si, mais du coup, enfin, il m'a servi un peu comment dire, de euh, jauge. de jauge, exactement, Ouais, c'est moi ça. aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il a joué que 23 matchs, si je dis pas de bêtises. Et je Ouais. me suis dit, bon, allez, c'est juste assez pour qu'on le mette, parce il a eu pas mal de pépins, mine de rien, physiques, des trucs qui lui font manquer 2-3 matchs par-ci, par-là. Mais en fait, je veux dire, il est tellement fort quand il joue, il est tellement important, il est tellement polyvalent, il est très fort des deux côtés du terrain que j'ai pas pu me résoudre à. Même si l'équipe marche bien sans lui, hein, honnêtement, ils arrivent à sortir des mecs. C'est là que tu vois que Spoelstra fait un énorme boulot. Ils te sortent du coup, les Tous Duncan les ans, il fait un énorme boulot, Spolstra. tous les ans. Ouais. Jamais coach de l'année. Ouais. C'est un truc fou. Et là, avec Butler qui est out, ils te sortent des Max Struss qui claquent des matchs à 30 Ouais, points. Kyle Guy, Gabe Voilà, Vincent. que des joueurs comme ça et sans Butler. Mais quand Butler est là, tu regardes l'équipe, tu dis, ouf, ouah, j'aimerais pas aller jouer à l'Est sur une série avec ce gars-là qui gère le truc. Mais malgré donc, seulement 23 matchs, il est là, quoi. J'ai une question pour vous, parce que moi aussi je l'ai mis, moi aussi il m'a servi de jauge, je me suis dit bon 23, sachant qu'en plus j'ai peur que si là il manque encore quelques matchs, j'ai peur qu'il soit justement très 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 limite au moment des sélections, même si je pense qu'avec à cause du Covid, des protocoles Covid, etc., au final les coachs vont moins prendre ça en compte, le nombre de matchs joués. Donc j'ai mis Butler, mais parce que ça me semblait important qu'il y ait un joueur de Miami. Et ça m'emmène sur la question, qu'est-ce que vous pensez de Tyler Hero? Est-ce que Tyler Hero, vous auriez été capable de le mettre, sachant que je vous donne juste quelques stats. Il tourne à plus de 20 points par match. Il a joué 34 matchs, lui, pour le coup. 43% au tir, 39% à 3 points, 5 passes, 5 rebonds, 4 passes et un meilleur différentiel que Butler. Même si forcément, c'est dû au fait aussi qu'il sort du banc. Non, mais c'est intéressant que tu notes. Moi, c'est vrai que je n'ai pas du tout considéré Tyler Hero là, dans ma liste. C'est vrai aussi, et surtout ce que tu disais, c'est que moi, j'ai quasiment pas fait gaffe au nombre de. Enfin, j'ai pas vraiment pris en compte le nombre de matchs ratés, sauf cas exceptionnels type Kyrie Irving ou ce genre de choses. Ou alors des joueurs dont on sait qu'ils vont peut-être pas rejouer de l'année et qu'ils sont Ouais. blessés sur le long terme. Mais avec les protocoles Covid, les contaminations, etc., j'ai pas pris en compte. C'est pour ça que pour moi, Jimmy Butler s'imposait de soi. Alors, intéressant quand même le cas Tyler Hero que tu soulignes. C'est un petit peu, je pense que aussi une partie un peu de subjectivité, ou du moins, c'est quel est le résultat de ses stats? Est-ce qu'il fait ses stats parce que l'équipe fonctionne très bien, ou est-ce que le fait qu'il fasse ses stats fait fonctionner l'équipe comme ça? Là, bon, il y a peut-être pas mal de subjectivité, mais je pense que c'est pas le même impact que Butler, quoi. C'est clair. Je pense qu'il devrait l'inviter juste parce qu'il a eu l'audace d'aller s'embrouiller avec Nurkic en sachant qu'il avait une chance sur deux de mourir. Il fera peut-être le concours à 3 points. Ouais. Ouais, oui, oui, ils vont peut-être l'inviter quand même. Après, il a un jeu qui peut. Il aime prendre feu, il est capable de prendre feu. C'est toujours sympa dans un contexte All-Star Game de ne pas avoir que des joueurs avec un style très sobre et machin. Mais je pense qu'il est pas encore là, honnêtement, en termes de statut. Butler, il n'y en a rien à carrer, non? C'est Butler qui, une année, avait dit qu'il voulait plus Ouais, rentrer. Il Ouais, avait dit, oh non, me faites pas jouer, c'est bon. je crois Les que ça va matchs le comme faire. ça, sans enjeu, ça ne marche pas pour lui. C'est clair. Allez, moi, alors, petite question pour vous, du coup. Pour l'instant, on a 2 joueurs des Bulls, 2 joueurs des Nets. Est-ce que vous avez 2 joueurs de Milwaukee dans votre sélection pour le All-Star Game? pas cette année. Pas cette année non plus. D'habitude, Middleton, moi, je le prenais souvent et pas par défaut, pas pour dire bon, c'est parce que Milwaukee est bon, machin, mais parce qu'il était vraiment, vraiment hyper précieux, hyper parfait dans un rôle de lieutenant avec des vrais stats d'adresse, des vraies adresses. Là, je le trouve un peu moins bien globalement, toujours utile, mais voilà, c'est malheureux. Il n'a pas trop le droit à l'erreur. C'est ce genre de joueur qui n'est pas assez flashy pour être là, quoi qu'il arrive. Et dès qu'il a un petit coup de moins bien, bah forcément, ça fait partie des joueurs qu'on met pas, quoi. Donc moi, je ne l'ai pas mis cette année. Je ne l'ai pas mis non plus, moi. Ben moi, je ne l'ai pas mis non plus, mais j'ai mis Jrue Holiday par contre, Ah, ton qui gars. en douce fait une saison assez impressionnante, je trouve, en termes d'efficacité et C'est très d'impact. intéressant.
Mm. Et voilà, alors, on peut pas dire que c'était qu'il a toujours été snobé parce qu'il il a déjà participé au All-Star Game. Mais voilà, dans la début de saison compliquée de Milwaukee, Milwaukee qui est en train de carburer maintenant bien mieux, je pense que ça a été un des éléments importants de la continuité du côté de Milwaukee. Donc moi, j'avais pris Jrue Holiday de mon côté. Ouais. Ah, mais je trouve ça très intéressant. C'est vrai qu'il fait sa meilleure saison depuis super longtemps offensivement, là. Depuis sa saison All-Star ou quelques-unes de ses saisons au Pélican. Mais c'est intéressant. Il a bon pourcentage, 18 points, quasiment 7 passes. Ça défend. Pas mal. Du coup, moi, je vais vous donner mon autre meneur parce que Ouais. du coup, Shai, toi, c'est Garland, toi, c'est Holiday. Moi, j'ai mis Fred VanVleet. Mais Ah bah je l'ai aussi. Ouais. Ah, ok, d'accord. je l'ai Ah, ok, aussi, mais Ah, autant pour moi. je l'ai inclus en wildcard du coup. non, Alors, mais super. Ok. Mais par contre, c'est intéressant. Vas-y, on t'écoute, Antoine, parce Bah, qu'effectivement, c'est bah, intéressant sa saison. je trouve que c'est le meilleur joueur de Toronto déjà. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même un joueur non drafté qui continue de franchir des paliers. Mm. On s'attendait beaucoup à ce que Siakam prenne le relais de Leonard. Au final, pour l'instant, c'est Fred VanVleet. C'est lui la superstar de cette équipe, enfin la star de cette équipe, même si Siakam joue très bien aussi. Hein. Siakam, il y a un temps, il était dans ma liste élargie de All-Star, même si je l'ai enlevé vite, mais il était dans ma liste élargie. Je trouve que VanVleet, ouais, vraiment, c'est le symbole de cette équipe. Quand il marche, ça marche pour les Raptors. J'ai l'impression que c'est aussi simple que ça. Et en ce moment, ça marche bien parce qu'ils sont sur 6 victoires de suite et lui cartonne et ils sont revenus à la 7e place. Je pense qu'ils peuvent continuer à faire un joli petit run. Et s'il continue, lui, sur sa lancée et les Raptors aussi, je pense vraiment qu'il sera pris par les coachs. Et je pense qu'il le mérite. En plus, c'est intéressant parce que c'est vrai, quand il avait signé son gros contrat, on pouvait se poser la question de savoir si c'était espèce de gros contrat pour le remercier pour les services fournis et il n'était pas un peu arrivé finalement au top de ce qu'il pouvait faire au Ouais. maximum. C'est la question que je me posais un petit peu. Je me disais pas que que c'était un mauvais contrat forcément, mais je me demandais s'il pouvait aller au-delà de ce qu'il avait déjà montré. Et là, il montre que bah oui, il peut aller au-delà. C'est vraiment un excellent défenseur à son poste. Offensivement, là, il fait une très belle saison. Comme tu le notes, Toronto, finalement, dont on n'attendait rien ou pas grand-chose en début de saison, et ben, qui finalement fait une saison plus qu'honorable et qui est en train de monter en puissance. Donc, ouais, moi, je partage ton avis sur le sujet de Van Vliet, carrément. c'est pareil. En fait, j'ai voulu mettre Garland et Van Vliet. Et en fait, j'ai hésité parce que j'ai eu j'ai eu un petit crush sur la Melo Ball pour le côté. Alors, bon, les stats sont pas mal, hein, c'est pas les plus gros stats de la ligue, mais c'est quand même, il est très productif dans pas mal de secteurs. Mais je me suis dit, ah, franchement, All-Star Game, la Melo Ball, ce serait quand même, enfin, ça aurait de la gueule parce qu'il essaierait de faire le show et ce serait divertissant. Puis après, je me suis dit, bon, il y sera plus tard, c'est pas très grave. Van Vliet, je sais pas s'il aura beaucoup d'opportunités d'y être sur des saisons où, parce que là, comme je disais tout à l'heure, au final, au niveau des guards, il y a peut-être moins de profondeur qu'il y en aura à l'avenir ou qu'il y en a eu par le passé. Et là, ça me paraît justifié de le récompenser. À 3 points, il prend quasiment 10 shoots à 3 points par match et il shoot à 41%. Enfin, dans une équipe qui est sur le papier pas ultra talentueuse par rapport à d'autres. Ouais, je pense qu'il mérite et j'ai décidé de l'inclure plutôt que de mettre la mélo. Et pareil pour Garland en me disant peut-être qu'il n'aurait pas forcément autant d'occasions après. Bien vu tout ça. Moi, il me reste un joueur dans ma liste que j'ai pas listé. Est-ce qu'il vous en reste un chacun aussi, je Non, moi, il pense? m'en reste 2. Il Ouais, t'en reste deux. Alors, ouais. vas-y, on va repartir avec toi, Antoine, du coup. Domantas Sabonis pour Ah, moi, le deuxième ouais. intérieur. Il n'a pas fait le cut de mon côté, mais oui, il était dans ma liste élargie. Effectivement, il est resté dans ceux qui restaient vraiment à la limite et que j'ai pas pris finalement. Pareil, j'ai cut à cause des résultats des Pacers, mais sinon, oui. Après, moi, j'ai mis deux. Je sais pas, ça, c'était aussi beaucoup dû au fait que j'ai mis 2 intérieurs dans mon équipe, dans mes remplaçants. C'est-à-dire que Ouais. c'était plus que 2 fronts de cours. J'avais vraiment mis 2 intérieurs, donc Jarrett Allen et lui. Je trouve qu'il fait quand même une bonne saison. 19 points, 58% au tir, 12 rebonds, quasiment 4 passes. Effectivement, les Pacers sont mauvais. Mais quelque part, lui a quand même un différentiel positif malgré le fait que les Lakers soient mauvais, que les Pacers soient mauvais. Il n'y a pas longtemps, il a fait ça tourne mieux depuis qu'il y a Lance Stephenson à ses côtés. Les deux se trouvent bien. Donc bon, moi j'aime bien le gars, j'aime bien le joueur. Je trouve que c'est une valeur sur son poste et voilà, il fallait mettre un deuxième intérieur et du coup Ouais, voilà, ça la se tient. concurrence n'était pas extraordinaire. Ça se tient, c'est juste que ouais, moi j'ai été un peu.
Moi, j'avoue que j'ai souvent du mal à dissocier les résultats et machin, alors qu'individuellement, il fait une très bonne saison. Et malgré les rumeurs de trade ou même les rumeurs enfin, qui disent qu'il veut lui-même être tradé, ça me choque pas du tout. Après, du coup, je me demande qui est ton dernier. Ce qui justifie que après, t'as mis Ah, ça. alors, pour introduire, je vais poser une autre question à nous. Est-ce que l'un de vous a mis un joueur des Boston Celtics? Oui, oui, Ah ouais, ça a été dur, mais oui, oui. et j'ai choisi entre les deux, ça a été compliqué. Ouais, pareil pour moi aussi. Et toi, Shai, est-ce que tu en as gardé un finalement? J'ai failli en mettre zéro, vraiment. Faut pas se mal Pareil, en mettre zéro, en voulant sanctionner le fait que l'équipe est décevante et que le tandem, le fameux tandem, et je le trouve décevant aussi. J'en ai quand même pris un, ouais. Ok, bah, on en a chacun un, donc je pense. Alors, Moi, j'ai vachement hésité entre les deux. tatatin. Par contre, j'ai pas hésité entre les deux. Moi, j'ai pris Jason Tatum, Moi aussi. Ah, moi, j'ai pris Jalen Brown. juste pour faire le marginal, bravo. Non, j'ai vachement hésité. Moi, j'ai pris Brown parce qu'il marque certes un tout petit peu moins de points, mais il est plus adroit. Hmm. Et après, enfin, ça, c'est pour le côté purement statistique. Et en fait, il a joué moins de matchs, donc c'est un peu traître envers Tatum. Je trouvais que c'était un peu traître, c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité. Mais dans le comportement, dans l'attitude, dans le leadership, même si Tatum a aussi ses hauts, notamment dans ce côté-là, j'ai trouvé qu'on pouvait reprocher plus de choses à Tatum qu'à Brown cette saison, même si c'est... Enfin, Brown, il lâche aussi un match avec 1 sur 13 à 3 points. Et la deuxième, alors c'est très bête, mais il a tapé un match à 50 points cette saison. Et un mec qui marque 5, Tatum, ce que Tatum n'a pas fait. Et je trouvais que voilà, un match à 50 points, bon, ça peut se récompenser par une sélection All-Star Game, même s'il faut bien sûr qu'il y ait d'autres choses autour. Mais voilà, ce côté, on a invité les gars qui ont frappé fort cette saison. J'aimais bien. Ça m'a aussi fait pencher la balance en faveur de Brown. Je trouve Ouais. effectivement alors moi j'ai choisi, et comme Shai, j'ai choisi Jason Tatum, mais globalement pour les Celtics, ce qui était dur en fait, c'était de pas comment dire, de prendre les résultats et de prendre leur impact cette année sans se dire justement que c'est décevant par rapport à ce qu'on les a vus faire ou par rapport à ce qu'on sait qu'ils sont capables de faire. Mm. Moi, j'ai donné l'avantage à Tatum sur pas grand-chose. Oui et non, quoi. Disons que je ne les donnais pas forcément c'est pas forcément par rapport à leurs statistiques comparées cette année ou autre, c'est simplement parce que j'ai le sentiment que même si je suis un énorme fan de Jalen Brown, que Jason Tatum est malgré tout un joueur plus fort et qu'il a Oui, un ça. impact et un rayonnement plus large. C'est pour ça que j'ai donné l'avantage à Jason Tatum. Ça se justifie pas forcément spécifiquement dans l'analyse des stats ou etc. C'est plus sur voilà, le volume, l'impact et puis le niveau de jeu tel que je le perçois globalement du joueur. Moi, je pense que je suis bêtement resté sur les deux, trois mauvaises impressions que j'ai eues de Jalen Brown ces dernières semaines ou ces derniers mois, avec ce match où il met, je ne sais plus de 40 points, où il perd et où il fait aucune passe décisive, et où statistiquement, c'est un des plus gros matchs de Crocker depuis 40 ans. Vraiment statistiquement, hein, il n'y avait personne qui avait mis autant de points avec aussi peu de passes décisives. Et j'ai pas, en fait, j'ai pas, c'est sur ces matchs-là précisément, je dis pas que c'est le cas toute l'année. Et les matchs où il est tout seul, je sais pas, j'aime moins la dynamique, je le sens moins désireux d'impliquer les autres en fait. Mais d'un côté, Tatum n'est pas non plus le leader ultra altruiste dont Boston a peut-être besoin dans les moments compliqués. Donc c'est un peu arbitraire, mais c'est sur du feeling récent, quoi. C'est Mais dur. c'est marrant parce que je suis d'accord avec votre analyse au final, parce que je pense que Tatum est un meilleur joueur que Brown. Du coup, je suis d'accord que quand il n'y a que Brown, ça c'est pas aussi fort. Mais justement, quelque part, tu vois, le bilan des Celtics, le bilan décevant des Celtics, je l'ai plus incombé à Mm. Tatum qu'à Brown. Et ce Mm. qui m'a permis de dire, OK, Tatum est peut-être un meilleur joueur, mais cette saison, Brown fait une meilleure saison, tu vois. C'était un peu... Après, c'était dur, hein. J'ai failli en mettre aucun. J'ai hésité Non, moi non longtemps plus. entre les deux, et puis bon. Mais j'ai pas trouvé de forward capable de les bouger définitivement, enfin d'enlever les deux, même si dans le fond, ce qu'ils ont fait, parce qu'il faut se rappeler qu'en début de saison, ça gueulait, Marcus Smart et tout, ils se cachaient pas pour dire que les deux jouaient en solo et que c'était pas et impliquaient jamais les autres. Tu vois. Mais je crois que j'ai pas trouvé de forward. Vous pouvez penser à Middleton ou Vucevic. Mais j'ai pas, je sais pas, ou Siakam récemment, mais il a eu du mal, il a fait un démarrage poussif. Donc je pense qu'ils voilà, ils s'en sortent bien parce que manque de profondeur sur les postes forward à l'Est.
Et pour Jason Tatum, je pense qu'il y a autre chose qui pèse et qui risque de peser au moment de sélection, c'est aussi la perception du joueur par le milieu même NBA. Je pense qu'on en reparle, cette question, on en reparlera à l'Ouest parce qu'elle se pose pour plusieurs joueurs, mais de se dire, ça risque de faire tâche que Jason Tatum, il lui manque une sélection All-Star Game au début de son prime. Je pense Ouais. que finalement, ça risque de jouer en sa faveur dans le sens où les votants risquent de percevoir cette saison comme comment dire, une erreur de parcours ou une anomalie dans la trajectoire sur laquelle il est parti, plus que comme un réel, comment dire, une réelle donnée qui permette d'évaluer son niveau actuel, quoi. Ouais. Voilà, il y avait un autre joueur dont on a parlé, on n'avait pas tout à fait la même liste à quelques erreurs près. On a mentionné Sabonis qui était moi aussi sur ma liste. Shai a parlé de Lamelo qui était aussi sur ma liste que j'ai aussi pris en considération. Il y a un joueur dont on n'a pas parlé, qu'on n'a pas retenu, c'est Bradley Beal aussi. Je pense qu'il aurait pu être dans les titulaires malgré tout à une sélection cette année encore, notamment en raison de ses saisons précédentes. Et puis voilà. Je ne sais pas si vous aviez vu d'autres joueurs, ou s'il y a d'autres joueurs que vous aviez laissés vraiment en marge de votre sélection. Non, j'avais Bradley Beal dans ma présélection. Après, j'avais fait une liste à un moment très élargie. Dedans, il y avait Julius Randle, mais très très vite enlevé. J'avais pareil Lamelo, Siakam que j'ai vite enlevé. Mais Non, ça, non, qu'on aurait oublié. Bam Adebayo n'a pas joué assez de matchs. Pour le coup, lui vraiment, je pense, sachant qu'en plus il est blessé. Je pense que Euh, c'est, pour le coup, s'il y avait dû avoir un deuxième joueur du 8, ça aurait été très certainement Bam s'il avait pu jouer, je pense. oui, oui, je pense, moi je l'aurais clairement mis Mm. à la place de Sabonis, quoi. Je pense qu'on aurait moins à se poser la question en fait. Clairement, Bam, c'est un All-Star en puissance. Carrément. Eh ben, écoutez, je vous propose qu'on passe du côté de la conférence Ouest. On peut rester sur le même principe. Je crois que c'est toi, Antoine, qui avait ouvert les débats, si je ne me trompe pas, pour lancer les deux arrières que tu avais sélectionnés Oui. à l'Est. Donc, on va donner la parole à Shai. Quels sont les deux arrières que tu as pris pour starter à l'Ouest? donc j'ai pris Stephen Curry, ça surprendra personne. Ouais. Et à côté, j'ai mis Chris Paul. J'ai mis Alors, Chris. intéressant. Antoine, Moi, j'ai déjà Morant et Stephen Curry. moi, j'avais aussi Chris Paul j'ai hésité quand même avec Donovan Mitchell, moi personnellement pour le poste de starter, au vu des résultats de l'équipe et aussi des stats individuelles, parce que Mitchell fait quand même une très très grosse saison cette année encore. Steph Curry, là je pense effectivement indiscutable. Chris Paul, moi j'ai fait comme toi, Shai. Alors c'est là statistiquement, c'est pas forcément là qu'il l'emporte, mais c'est sur voilà les résultats de l'équipe, ces stats qui sont très bonnes malgré tout, l'impact global qu'on lui connaît, qu'on sait, c'est ce qui m'a permis c'est ce qui m'a poussé à prendre Chris Paul dans le 5. Antoine, toi, tu as pris Jamorant, que j'avais aussi dans ma sélection, ceci dit. Antoine, je sais pas si. Shai, je ne sais pas si tu l'avais toi Il, aussi. il est remplaçant chez moi, ouais. Ouais. Bon, on peut peut-être parler de Ja un petit peu, Antoine, parce que c'est quand même un joueur qui mérite largement. Ouais, alors juste pour Petri, je tenais quand même à dire que ses stats sont quand même en baisse, et notamment en termes de pourcentage par rapport à la saison dernière. Et que, bon, voilà. Et je trouve que les Suns sont toujours forts parce qu'ils ont leur très fort collectif et Chris Paul y est pour beaucoup dans les quatrièmes cartons. Mais justement, si on compare à Morant, pour moi, Ja Morant, il est vraiment sur une autre spirale, quoi. Il est en train de complètement porter la ligue, enfin, porter la ligue d'apporter un vent nouveau dans la ligue. S'il est à deux doigts de rendre Memphis sexy, ce qui est quand même un challenge assez extraordinaire. C'est déjà fait, hein, honnêtement. C'est déjà Autant, fait, ouais, hein. voilà, Cette c'est équipe, ça. elle est super à regarder. Si Morant il portait un maillot des Lakers ou de n'importe quelle équipe un peu populaire, on s'en mangerait tous les jours. Ça serait peut-être pire que enfin pire, pas forcément dans le sens négatif du terme, mais peut-être encore plus fort que Derrick Rose ou en tout cas ou du niveau de Derrick Rose. Je parle vraiment niveau médiatisation, hein. Je ne parle pas de niveau de jeu. Que Derrick Rose sur ses saisons aux Bulls. J'ai l'impression que c'est quand même un joueur ultra spectaculaire, mais qui en même temps, voilà, comme on en parlait la dernière fois, de toute façon on en a parlé dans le dernier podcast, qui quand même parvient à faire gagner son équipe, qui est sur une dynamique assez incroyable. Et en fait, en début de saison, il se classait parmi les 5 meilleurs meneurs
de la NBA, perso, ça me faisait grincer des dents. Et au final, non, clairement, je suis obligé de lui donner raison sur cette saison. Je ne parle pas en général, mais sur cette saison, pour moi, Ja Morant est un. Je ne le vois pas, par exemple, affronter Chris Paul ou même Stephen Curry. Et d'ailleurs, c'est ce soir. Et baisser les yeux. Non, non, il va jouer vraiment comme si c'était lui le meilleur sur le terrain. Et ouais, pour moi, ça, c'est du titulaire au All-Star Game, quoi, en fait. On est vraiment au-dessus du cadre de est-ce qu'il est All-Star. Là, c'est maintenant, pour moi, c'est titulaire All-Star Game. Ça justifie totalement tout ce que tu dis. J'ai rien à retirer à ce que tu disais en tout cas, Antoine. Moi, je me suis juste dit enfin, pareil, je suis dans une logique qui est peut-être pas bonne, hein, mais de me dire que il sera titulaire All-Star Game forcément à un moment. Et j'ai voulu mettre Chris Paul, pour lequel c'est peut-être une des dernières saisons où il aura peut-être le niveau individuel et collectif pour être titulaire All-Star Game. Et j'aime tellement la façon dont il est le meneur de cette équipe que voilà, ça me paraît, en termes de standing, tout ça, et sur ce qu'il apporte encore cette saison, je ne l'ai pas sorti du 5 et je n'ai pas encore mis Morant, même si c'est borderline et que ça se justifie complètement. Alors, ce serait intéressant qu'on voit maintenant au niveau des front court. Pour moi, il y avait 3 joueurs indiscutables quasiment pour le front court à l'Ouest. Je vais me permettre de dire les 3 que j'ai retenus. Vous me direz si vous, ça a bougé. J'ai pris LeBron, Rudy Gobert et Nikola Jokic. Donc, je serais curieux de savoir quels sont les vôtres de votre côté. J'ai exactement les mêmes que toi. Du coup, je me suis je me suis défait des postes, parce que voilà, Gobert et Jokic en même temps, sur un terrain, c'est compliqué, mais voilà, j'ai choisi les mêmes que toi. J'ai la même, mais après avoir changé à la dernière minute, en fait, j'avais honteusement oublié Nikola Jokic. En fait, je l'avais dans ma sélection, mais au moment de faire mon 5 majeur, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas fait, son nom m'a pas tilté, tu sais, j'ai dû le lire, et puis j'ai fait OK, ouais, il y a Nikola Jokic, OK. Et du coup, je n'avais pas Jokic dans mon 5, j'avais un 5 très, très particulier. J'avais une petite surprise, c'est-à-dire que j'avais un joueur qui est, en fait, c'est tout l'inverse de mon raisonnement sur Morant, mais j'avais Draymond Green dans mon 5 majeur, moi. J'avais Draymond Green parce que j'avais fait vraiment un 5 équilibré avec un poste 4. J'avais fait une équipe pour aller jouer la gagne, moi. Tu vois. C'était Ja Morant en 1, Curry en 2, LeBron en 3. Il y avait Draymond pour défendre avec Rudy Gobert dans la raquette, tu vois. Mais oui, évidemment, Jokic fait une saison, c'est impossible de ne pas le mettre dans le 5 majeur et Gobert non plus. Je trouve que là, les deux, bah, voilà, quitte à avoir 2 pivots, mais les deux font des saisons absolument fantastiques, chacun dans leur registre, qui sont très différents. Jokic, bah, évidemment, les Nuggets, c'est compliqué, mais lui, il est encore plus fort que l'an dernier quand il était MVP, en fait. Dans le jeu, dans défense, il domine. Il domine. S'il n'est pas là, ils sont avant-dernier à l'Est, à l'Ouest. Ah oui, s'il n'est pas là, ça joue la draft. C'est ça. Et à côté de ça, mine de rien, pour parler de Gobert, là, le Jazz se rend compte de l'importance qu'il a et du fait qu'il est et All-Star et candidat MVP indiscutable pour moi, parce qu'ils viennent de prendre 3 trempes contre des équipes faibles, sans Gobert. On voit bien l'importance en prenant des bouillons en défense. Donc, complètement indiscutable pour moi aussi, même dans le 5. Alors, il ne sera pas dans le 5 parce qu'au niveau des votes, voilà, les votes NBA font qu'il ne sera pas dans le 5, il sera pris par les coachs. Mais pour moi, il est indiscutable. Après, je tiens à dire que n'oublions pas, alors je ne pense pas qu'effectivement ça ne le sauvera pas, mais les joueurs et les médias représentent 50% des votes du titulaire, des votes des titulaires. Ouais, mais il Donc, part de tellement loin. je pense qu'il part de trop loin. Ouais. Il est 9e, je crois. Enfin, Ouais, c'est trop loin. paye le fait de jouer au Jazz, quoi. Ouais, c'est ça. Et Et d'être américain et d'avoir été émissaire et machin. Il n'est pas très apprécié. Et puis, de ne pas avoir le style star, quoi. Ouais. Le style de jeu star, même s'il est incompris au final. Ouais, mais en tout cas, oui, effectivement, son impact, il est indiscutable, individuel, collectivement. D'ailleurs, Shai, tu as écrit je le souligne au passage, mais tu as signé un papier ce matin sur Basket Session là, pour revenir sur son impact au sein d'Utah, qui fait encore une fois une superbe saison. Et oui, malheureusement, voilà, c'est clair que Salt Lake City, ça n'a jamais fait rêver les foules, mais en tout cas, voilà, ces 3 joueurs-là, je suis comme vous, quasiment, ils sont indiscutables, en tout cas dans leur position pour le All-Star Game. Ja Morant, je pense qu'on l'avait malgré tout, donc on avait tous les 3 Ja Morant. Tu avais Chris Paul malgré tout dans ta sélection, oui. Antoine?
Oui, oui, j'ai Chris Paul dans mes Ok. remplaçants. Donc en gros, on est d'accord sur ces 6 premiers joueurs ou ces 6 joueurs-là. Draymond Green, dont tu parlais, Antoine, moi je l'avais aussi dans ma sélection. Indiscutable aussi pour moi. Ouais. Que ça soit, Ouais, on en clairement. parlait la semaine dernière, il fait quasiment sa meilleure saison en attaque. Il est toujours aussi incroyable en défense. Golden State finira la saison en étant premier ou deuxième, vraisemblablement, de toute la ligue. Autant individuellement que collectivement. Voilà, je pense que Draymond, il est indiscutable sur cette sélection All-Star Game. Shai, tu l'avais aussi Je l'ai dans mis les tiens. sans aucune hésitation aussi. Très bien. Alors, c'est là que ça va commencer à être un peu plus intéressant, je Ouais, pense, à c'est l'Ouest. compliqué. Voilà, on a passé les 7 premiers, il nous en reste 5 à. C'est ça, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Allez, moi, je vais en donner un autre. J'ai pris aussi David Booker pour aller Ouais, dans moi les. aussi. Pareil. Pareil, individuellement, collectivement, Phoenix méritait d'avoir 2 joueurs. Et puis, enfin, Devin Booker est indiscutable, je pense, en termes de niveau, d'impact, etc. C'est vraiment. Moi, j'avoue que depuis l'arrivée de Chris Paul, c'est un kiff quand même de voir jouer Devin Booker parce qu'au début, c'est pas tant qu'il n'était pas impressionnant, mais que c'était relativement dur de savoir quel était son réel niveau dans le sens où est-ce que c'était un joueur fort de petite équipe ou est-ce que c'était vraiment un joueur qui peut être ta première option, ta deuxième option dans une équipe qui joue le titre. Et bah, après le parcours incroyable de Phoenix l'an dernier, je trouve que la question a été résolue totalement, en tout cas de mon point de vue. Je pense qu'il est vraiment dans cette classe de joueurs-là. Donc moi, j'ai évidemment voilà, sélectionné Devin Booker de mon côté. C'est ça, en fait, enfin, je trouve que c'est devenu un métronome, un joueur très constant qui n'était pas forcément avant. Il est très fiable et voilà, on n'était pas sûr. Et là, il a le statut All-Star et l'importance de Chris Paul, elle est évidemment fondamentale là-dedans. Mais je l'ai mis aussi. Ouais. Ouais, moi aussi, sans vraiment hésiter. Moi, je te disais tout à l'heure, quand on commençait à énumérer nos starters, que j'avais hésité avec Donovan Mitchell de mon côté. Est-ce que vous l'aviez aussi, vous, dans votre sélection? Oui, moi j'ai 2 Jazz, 2 Suns, 2 Warriors. J'ai mis Donovan Mitchell qui fait une saison qui statistiquement, alors évidemment c'est toujours très spécial les stats, mais il fait quand même une très belle saison individuelle sur ce plan-là. Euh, le Jazz est très fort. Après voilà, que veulent dire les stats avec Donovan Mitchell, c'est encore autre chose, mais je trouve que c'est un All-Star. C'est un vrai All-Star. Ça aurait été compliqué pour moi de ne pas le mettre. Je l'ai mis, mais j'ai hésité un peu. Alors, je me doutais qu'il finirait dedans, mais vu que j'ai fait un schéma, j'ai essayé de respecter le schéma qui est imposé au coach, parce que du coup, pour moi, il n'était pas titulaire, parce que je mettais Chris Paul. Donc, de prendre 2 arrières, trois forwards et après 2 joueurs sur des postes, euh, peu importe, des gardes ou des forwards. Et vu que j'ai quand même mis Morant et Booker devant lui, pour moi, dans la hiérarchie, donc les 2 postes de garde étaient pris, donc je l'ai mis en wildcard. Je l'ai mis en wildcard en me disant, parce que là, je trouve que la série, les 3 matchs dont je parlais tout à l'heure avec le Jazz, me montre enfin, je ne trouve pas si valuable justement que ça. Il est très productif, il est en playoff, il va être important, son scoring va être important. Mais je ne sais pas, je ne suis pas ultra fan de sa saison malgré tout. Yes. Donc, il nous reste plus que 3 postes. Et là, je pense que c'est vraiment là qu'on risque peut-être de rentrer dans des différences. Allez, Antoine, donne-nous une autre de tes sélections pour finir, enfin, pour poursuivre, pardon. Luka Doncic. Moi, Shai, j'ai tu mis l'avais Luka. aussi? Alors pareil, bon, pour le coup, il est un peu, il est classé en garde. Il joue meneur clairement malgré sa taille, mais du coup, il est un peu. Je l'ai mis en wildcard aussi. C'est ma deuxième wildcard avec Donovan Mitchell parce que bon, il a manqué quelques matchs. Je le trouve pas ultra dominant, mais il est toujours très productif et voilà, il a l'étiquette star qui fait que c'est difficile de pas le mettre. Dallas fait quand même, mine de rien, une saison très correcte. Donc, puis c'est Doncic, quoi. On a envie de le voir. Tu un All-Star Game, tu n'as pas envie de ne pas mettre Doncic à moins qu'il soit catastrophique ou qu'il y ait une autre raison, mais ce n'est pas le cas. Ouais, bah, Moi, moi aussi j'ai ouais. Doncic. Et en fait, ce qui est marrant, c'est de voir que mes motifs d'hésitation qui ont été assez courts malgré tout,
tiennent finalement aux attentes qu'on a pour un joueur de son standing, en fait. Et ce qui est d'autant plus intéressant quand on se rappelle l'âge qu'il a, etc. Mais effectivement, tu dis, bon, Doncic, il passe à côté de sa saison, et après, tu regardes, tu dis, non, finalement, c'est quand même toujours aussi costaud. C'est un joueur, je pense il faudrait vraiment qu'il se trouve totalement sur une saison pour qu'il ne soit pas sélectionné au All-Star Game, parce que maintenant, c'est devenu une des superstars indiscutables de la Ligue. Donc oui, moi aussi, j'avais Luka Doncic dans ma sélection. Et, Au bout du et- compte, ouais. non, pardon. Non, Non, mais non, j'allais vas-y, dire, vas-y. alors c'est vrai qu'il n'a pas très bien démarré, un peu comme les Mavs, mais par contre, en ce moment, ça revient très fort. Et Dallas est sur 6 victoires de suite, et Doncic contribue à ça. Je pense que c'est vraiment un joueur qui va monter en puissance là sur la deuxième moitié d'année. C'est un des 10 meilleurs joueurs, peut-être 5. Bon, pas avec ce qu'il monte là, mais meilleur joueur du monde. Au final, je trouve ça bien de le retrouver sur un événement comme ça. C'est Mais ça. carrément, parce qu'il est en train de se mettre en forme progressivement là. Donc, je pense que comme toi, que ses performances ne vont aller que croissant vers C'est la là fin de que, saison. c'est là qu'il faut bien faire le distinguo du coup, mais c'est pas forcément facile dans la réflexion entre la liste pour les All-Stars et dont tu parlais tout à l'heure, Théo, sur les All-NBA Teams, où à l'heure actuelle, je ne mettrais pas Doncic, par exemple. Ouais, ouais. Mais voilà, All-Star, tu te dis non, mais si, voilà, c'est individuellement sur ce qu'il propose et ce qui peut amener à un événement comme l'All-Star Game, c'est indiscutable. Donc je l'ai mis aussi sans le mettre titulaire quand même, histoire de dire je marque le coup, mais voilà. Eh, vas-y, Shai, donne-nous un de tes autres joueurs de ta sélection. Alors du coup, moi, il m'en reste que deux. Ouais, J'ai mis Karl Anthony Towns. Moi moi aussi. aussi. Ouais, Ouais, voilà. Alors, ouais, moi aussi. j'arrive pas à savoir si c'est par Lui, par défaut ou défaut, pas. hein. Par défaut, peut-être Ouais, individuellement, il reste quand même, quand il s'y met, c'est extrêmement violent quand même. On a envie de le voir être comme ça tout le temps et dominant et emmener les Wolves vraiment là où ils devraient être. Mais voilà, bon, il continue, il fait une super saison individuelle. Puis il y a quand même quelque chose. Ils sont quand même dans le top 8 à l'Ouest. L'Ouest n'est pas facile. Ils sont dans le top 8 avec un bilan équilibré. Mm. Statistiquement, il fait une saison exceptionnelle. Ouais, carrément. Euh, Toujours, hein. il serait 3 places plus haut. On se demanderait est-ce qu'il ne serait pas un outsider pour le Ouais, MVP. ouais, Donc en fait, c'est toujours le même truc avec Karl Anthony Towns. C'est voilà, quel est son impact au-delà des stats. On sait que c'est un joueur qui fait très attention à ses chiffres, mais ça reste. Et surtout, il y a un truc, c'est que si on respecte un peu les postes, bah, il y a derrière Jokic Gobert, en fait, si tu te concentres sur les intérieurs, il ressort direct, quelle que soit la conférence, quoi. Donc, ouais. mais je trouve qu'au final, Minnesota est pas mauvais. Ils sont très irréguliers, mais ils seront en course toute l'année pour les playoffs ou le play-in. Donc, Mm. déjà, ils vont faire le. Je ne vois pas comment ils pourraient rater le play-in. Je pense qu'ils vont le faire. Enfin, c'est possible qu'ils le ratent, mais je pense vraiment qu'ils vont le faire. Et pour rappel, ils ne l'ont pas fait les 2 dernières années. Donc, c'est déjà une progression pour eux, en fait. Ouais. Donc, En même temps, on est d'accord que voilà, individuellement, c'est un joueur fantastique. Qui est voilà les All-Stars, il n'y a rien de choquant à le voir All-Star. C'est juste qu'on se dit, bon, voilà, effectivement, les Wolves sont huitièmes, et c'est bien quand on voit leur passé récent. Mais tu te dis, avec un joueur comme ça qui est pas loin au niveau talent potentiel, panoplie d'un joueur générationnel sur son poste, en tout cas, t'as envie que ce soit plus fort encore, en fait, au niveau résultat collectif. Hein. mais en fait, c'est ça, c'est un All-Star, mais ce n'est pas une Ah, superstar. Ce n'est pas un des 10 meilleurs joueurs de la NBA. Et j'ai peur qu'il ne passe jamais vraiment ce cap. Mais pour le côté All-Star, ça, il n'y a clairement pas de doute, quoi, au final. faudra juste voir s'il fait le choix de carrière d'Anthony Davis à un moment ou pas. Voilà. Ouais. Ça me fait penser à ça. Alors, pour finir, il nous reste, si je ne me trompe pas, il nous reste un spot à donner Ouais. chacun. Et alors, je vais nommer 3 joueurs dont on n'a pas parlé encore, parce que je pense qu'il y a un spot pour potentiellement 3 joueurs, certainement plus. Parmi 3 joueurs qu'on n'a pas nommés, un que tu viens de citer, Shai, Anthony Davis, Paul George, Damian Lillard. Donc, il y a 2 de ces 3 joueurs-là qui ne vont pas faire le cut. Je serais curieux de savoir lequel vous avez conservé pour la fin. Antoine, quel joueur tu as pris, toi? C'est ironique, ces 3 joueurs blessés, mais j'ai mis Paul George.
J'ai mis Paul George déjà parce que pour une raison simple, si on parle d'état de santé, je pense que c'est peut-être celui qui reviendra le plus tôt à la compétition. J'ai l'impression qu'Anthony Davis ne sera pas prêt en février. Damien Lillard, à mon avis, ne va plus jouer de la saison. À mon avis, sa saison, elle est terminée. Ils ne l'ont pas encore annoncé, mais je pense qu'elle est terminée. Donc, en fait, à partir de là, au final, je n'avais plus trop d'hésitation. C'est-à-dire que là, les 3 que tu as cités étaient effectivement dans ma liste. Mais bon, une fois que tu arrives à ça, Paul George, tu vois, par défaut, il s'en sort bien. En plus, ça collait bien, moi, au niveau des postes. Quand il était là, il faisait plutôt une bonne saison et les Clippers, c'était pas mauvais avec lui en seul star. Après, voilà, voilà, il a joué que 26 matchs. Mais bon, ça reste Paul George, quoi. Toi, Shai, pour qui t'as opté? J'ai choisi Paul George aussi. Ah bah moi aussi. Moi aussi. C'était même pas forcément, je me suis même pas forcément concentré sur le fait de la condition physique, même si c'est un argument qui va être le plus recevable au moment où ils vont devoir choisir. Hein. Mais alors, les statistiques de Paul George ne sont pas folles par rapport à ce qu'il a pu faire par le passé, mais il faut se rendre compte qu'il était quand même, effectivement, les Clippers étaient vraiment, je les trouvais vraiment bons avec, quand il était là et pas blessé. Au-delà des stats, je trouvais qu'il avait un bon contrôle sur ce qui se passait sur le terrain et qu'il était productif et très bon dans son leadership, tout simplement. Et il me fallait un forward avec les. Voilà, j'ai opté pour les 3 forwards dans les remplaçants et je trouvais qu'il avait sa place dedans, quoi. Je peux vous donner quelques noms, si vous voulez, de joueurs un peu qui auraient été potentiellement oubliés, qui ne sont pas du même pédigré. Il y a Brandon Ingram. Oui, qui était dans ma liste large aussi. Mauvais. Il y a Dejounte Murray. On a beaucoup d'arrière au final. Dejounte Murray qui fait une saison folle, hein, quand même. 18-9-9 de moyenne. Ouais. Enfin, 8 et quelques, mais voilà, qui a 18-8-8 avec les Spurs qui ne sont pas si nuls. Anthony Edwards avec ses 22 points par match, mais ça fait dur de mettre 2 Wolves quand ils sont 8e. C'est clair. Qui on aurait pu Porzingis. Andrew Wiggins, Porzingis. Ouais, Porzingis. Andrew Wiggins, si on veut mettre une équipe avec 3 joueurs, mais je trouve ça dur. Pour moi, tous les joueurs que tu cites ou que tu as cités sont limités, soit parce que sur leur poste, à mon avis, il y a déjà trop de monde parmi ceux qu'on a pris et qui sont plus légitimes, même sur la saison, ou ils sont limités par les résultats collectifs de leur équipe, je trouve. Ouais, ou même leur jeu, je dirais, jusqu'à. Ils sont quand même, je pense, là, tous ceux-là en dessous des joueurs qu'on a cités précédemment, les 3 joueurs dont tu parlais. Moi, c'est vrai que pour faire le cut, là, pour revenir sur Paul George une seconde, au-delà de l'aspect santé dont tu parlais, Antoine, il y a quand même, je trouve, celui d'impact sur le jeu. Je pense que des 3, là, vu le début de saison ultra compliqué de Damien Lillard et mes interrogations que je continue d'avoir quand même sur le… Alors, pas le niveau d'Anthony Davis, c'est un joueur incroyable, ça je ne le remets pas en cause, mais sur son degré d'impact, en fait, notamment, est-ce qu'il peut vraiment porter une équipe? Je continue d'avoir des doutes. Moi, j'avais quand même beaucoup apprécié la façon dont Paul George avait réagi. Alors, c'est un peu bâtard ce que je veux dire, parce que je vais prendre en considération quelque part la fin de saison précédente, mais ce qu'il a montré qu'il était capable de faire après la blessure de Kawhi, j'ai trouvé que c'était quand même assez impressionnant. Donc, c'est aussi pour cette raison-là que moi, j'avais gardé Paul George dans ma sélection, en espérant qu'il sera remis effectivement sur pied à temps d'ici le 20 février. Ça laisse encore un petit peu de temps, quoi. Yes. Et puisqu'on parle pour finir, là, puisqu'on parle de… Oui, donc ce qui est drôle, c'est qu'au bout du compte, à l'Ouest, on a tous les mêmes joueurs. On avait les mêmes 12 joueurs à l'Ouest intégralement, quoi. Ouais, clairement, c'est fort. Pour ceux qui auraient plus de points peut-être d'hésitation à l'Ouest, c'est drôle. Pour finir peut-être sur cette thématique All-Star Game, est-ce que vous avez un souvenir fort de All-Star Game, un match en particulier qui vous a marqué pour une raison ou pour une autre? Moi, je me souviens de l'époque où on avait du mal à différencier les maillots parce qu'il y avait les maillots clairs, maillots foncés et chacun avait le maillot de son équipe. C'était complètement bordélique. Mais je sais pas pourquoi j'adorais ça. Et je ne sais pas pourquoi, il y a un truc où je me le suis repassé parce que j'enregistrais les matchs sur cassette à l'époque, jadis. Je me suis repassé 1 million de fois le dunk contre la planche de T-Mac en 2002, je crois. Je sais pas, ça m'a marqué, je trouvais ça fou, même si c'était dans un match. J'avais tellement conscience du fait que ça défendait pas du tout. Mais voilà, j'avais 14-15 ans, c'était vraiment. Ça m'a marqué le côté spectaculaire du truc. J'adorais T-Mac aussi, donc ça m'avait bien marqué. Ouais.
Et toi, Antoine, tu as un souvenir en C'est tête? marrant parce que c'est pareil, c'est VHS et je l'ai regardé plein de fois, mais j'en ai deux. Premier, c'est All-Star Game 2001. Ce match-là, et pareil, j'adorais le fait qu'ils jouaient avec les maillots de leur équipe. Ouais. Je me souviens que l'Ouest, ils alignaient plein de grands en même temps. Il y avait genre Garnett, Weber, Duncan. En même temps, tu sens que c'était vraiment pas du tout la même époque. Et à l'Est, à l'inverse, il y avait plus de petits. Et bah, après, bien sûr, le scénario du All-Star Game 2001, à l'Ouest qui mène largement, l'Est qui revient avec Allen Iverson qui fait un gros match, et Et Stephen Marbury, Marbury qui qui met met 3 points. 2-3 points. Deux, Ouais, il en met deux. Il en met ouais. deux, 3 points clutch. Et Marbury, j'adorais. Marbury au New Jersey Nets, j'adorais. Donc ce match-là, vraiment, pure époque où j'ai commencé à être vraiment à fond dedans, et je suis nostalgique de plein d'équipes, plein de maillots, plein de joueurs de cette époque. Donc vraiment, ce All-Star Game-là m'a marqué. Et le deuxième aussi, en tant que jeune préadolescent qui a découvert le basket à l'époque de Vince Carter, le concours de dunk de l'an 2000 avec Vince Carter et Tracy McGrady, parce que moi aussi, du coup, j'adorais Tracy McGrady, Cousin. avant même qu'il soit au Magic d'ailleurs. Et Et Steve ouais, Francis, hein, et qui fait Steve un concours Francis de dunk de folie. Hein. qui finit Ouais, deuxième. Ouais. ouais. Le concours est absolument dingue. Et voilà, c'est le plus grand concours de dunk. Enfin, non, Lavin Gordon, c'était bien. Lavin Gordon, ça se place. Mais voilà, c'était Jordan avant Wilkins Lavin aussi, hein, si Gordon. je peux me permettre. Oui, mais ça, c'est pas de mon époque. Oui, non, mais oui, non, mais t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Mais en tout cas, voilà, c'est un des 3 plus grands concours de dunk de l'histoire, En et fait, celui-là m'avait beaucoup, beaucoup marqué. on est juste nostalgique des VHS et de Et oui, de l'époque où les stars voulaient bien faire des concours de dunk et pas laisser ça à des mecs inconnus. ouais, mais l'ironie, c'est que c'est 3 jeunes, en fait. Sauf Ouais, que nous, on voit ça comme des stars parce qu'on a leur carrière d'après. Mais Steve Francis, il est sophomore ou rookie. Il est rookie 2000. Tracy McGrady, il commence seulement à. Il n'est même pas encore une star. Il tourne à 15 points par match, je pense, là, cette année-là. Et Vince Carter, il est sophomore. C'est comme quoi. Mais moi, je vais vous ramener encore plus en arrière parce que quand je me suis posé la question, le premier souvenir qui m'est venu, ce qui m'a fait mal, c'est pas le souvenir, c'est de compter les années parce que ça va être le 30e anniversaire de ce All-Star Game. C'est le All-Star Game 92 avec le retour de Magic. Après, qui n'avait pas joué de la saison pour cause de HIV et qui est revenu pour le All-Star Game avec cette fin de match folle où il enchaîne des 1 contre 1 face aux stars de l'équipe adverse. Il en a un face à Jordan et il en a un face à Isaiah Thomas notamment. Voilà, moi, c'est le premier souvenir qui m'est revenu instantanément en tête. Ceux dont vous avez parlé aussi, je les ai kiffés. Mais voilà, ça, c'est vraiment un grand, grand moment d'émotion à une époque où, il faut le rappeler, hein, le sida, c'était quasiment une sentence de mort. À l'époque, on pensait qu'on était en train de voir les dernières semaines, les derniers mois de ce monument du sport. Et voilà, 30 ans plus tard, Magic est toujours en forme, ce qui fait plaisir. Et ce match, voilà, m'est resté vraiment en tête comme un grand moment de sport que j'ai eu la chance de voir, quoi. C'est cool. le dernier de Michael Jordan, aussi le dernier All-Star Game, Michael Jordan, c'était. Ouais. L'émotion, c'est bien avec Kobe et tout ça. C'était. Je sais pas si c'est parce que c'était à l'époque et qu'on n'avait pas le même âge et pas le même nombre de matchs vus et tout ça, mais c'est sûr qu'on a l'impression qu'on a du mal à retrouver la même saveur dans les matchs. Et même si le nouveau format n'est pas inintéressant pour le suspense, mais ouais, c'est un peu différent maintenant. Ouais, ce qui est sûr, c'est que ceux qui restent en tête, c'est ceux où il y a une saveur en plus ou qui sont serrés, hein, parce qu'effectivement, celui avec Jordan, c'est serré, ça va en prolongation. Celui dont tu parlais, Et Antoine, tout à 2001, l'heure, ils même mettent chose. même pas 120 points. C'est 110 ou 101 que ça termine, mais ça finit dans la début de centaine de points. Voilà, donc c'est quand même ces matchs-là qui restent le plus en tête, outre, je veux dire, performance extraordinaire ou dunk de T-Mac, comme ce dont tu parlais, Shai. En tout cas, voilà, on espère que c'est ce type de match auquel on aura l'occasion d'assister le 20 février prochain. Voilà pour nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude, pour un nouvel épisode du podcast. Passez une bonne journée et surtout prenez soin de vous. Ciao! Ciao. Ciao.